Voilà, on commence. Donc vous pouvez écrire dans le chat si vous avez des problèmes de micro ou prendre la parole avec le micro et m'interrompre quand vous avez besoin. D'accord? Bien. Donc les exercices là 65-66, c'est un peu... c'est pas des exercices faciles hein, dans ce programme de seconde. Souvent, c'est des exercices qui posent problème aux élèves. En plus là, on n'y passe pas beaucoup de temps du fait du confinement. Bon, vous inquiétez pas trop si ça vous paraît un petit peu difficile, essayez de suivre au maximum. C'est vrai que c'est un chapitre qui est surtout utile pour les élèves qui partiront en voie générale avec la spécialité maths ou en STI 2D. Daba, ça bug pour toi. Le son ou l'image? Alors j'ai la sensation quand même que Internet aujourd'hui c'est un peu compliqué. Il y a peut-être sûrement beaucoup de monde qui font des classes virtuelles ou des choses comme ça en même temps. Donc n'hésitez pas, hein, vraiment si ça bug trop, vous savez que vous pouvez revoir les vidéos de toute façon en entier sur YouTube. Donc essayez de suivre au maximum, même si ça bug un peu. Donc c'est sûrement ta connexion d'Aba. Ok, bon, allez, on y va. Donc, commençons par cet exercice 65. Donc, vous devez l'avoir sous les yeux, avoir un petit peu essayé de faire des choses sur cet exercice. Donc, il fallait tracer un triangle ABC, placer I, le milieu donc du segment AB. Donc, voilà, mon point I. Ensuite, il fallait placer le point D, tel que le vecteur AD égale 2 fois le vecteur AC. Alors, on peut ici imaginer que mon vecteur AD, ben voilà, ça va être le double en longueur de mon vecteur AC, puisqu'il même direction, même d'angle, donc hein, on a à peu près mon point D qui va se trouver ici. Voilà. C'est pas des exercices où on va s'intéresser à passer du temps sur la construction, c'est plutôt des exercices de démonstration. Donc voilà pour la question petit a. Vous devez avoir cette configuration-là à peu près. Et on vous demande donc de prouver que le vecteur IC, donc est ici, en fait c'est moins 0,5 fois le vecteur AB plus le vecteur AC. Alors évidemment on peut s'appuyer un petit peu sur notre dessin, sur notre présentation, mais c'est quand même un exercice où on va utiliser les propriétés des vecteurs, en particulier la relation de Schall et les différentes propriétés, les différentes égalités qui nous sont données. Le fait que I soit le milieu du segment AB, le fait que le point D vérifie que ce soit le double de AC. Alors qu'est-ce qu'on peut faire? Déjà on observe un petit peu ce qu'on va obtenir à partir du vecteur IC. En fait on voudrait que ça parle du vecteur AB et puis ça parle du vecteur AC. Autrement dit là on voit que il faut peut-être penser à faire intervenir le point A dans le vecteur IC. Et pour ça vous savez que la relation de Schall permet de décomposer un vecteur. Donc on peut partir de mon vecteur IC et le décomposer grâce à la relation de Schall, c'est-à-dire faire apparaître le point A en particulier. Donc on peut dire que c'est le vecteur IA plus le vecteur AC. Première étape. Donc là je pourrais mettre d'après la relation de Schall. Hein. Si je veux bien le rédiger, je vais écrire d'après la relation de Schall. Voilà. Étape d'après, alors mon vecteur IA, je dois évidemment le comparer. En fait, on sait qu'on va obtenir du moins 0,5 AB plus le vecteur AC. Vous voyez que le vecteur AC, on l'a déjà. C'est le vecteur, donc il n'y a plus que le vecteur IA à transformer. Or, le vecteur IA, si vous regardez, il a la même direction que le vecteur AB. Il a le sens opposé au vecteur AB. Et il a une norme 2 fois plus petite, une longueur 2 fois plus petite. Ah ben ça, on sait que ça veut dire obligatoirement que le vecteur IA, c'est moins 1,5 du vecteur AB ou moins 0,5 du vecteur AB.
puisque ce vecteur IA a la même direction que le vecteur AB, a le sens contraire, donc c'est comme s'il était multiplié, le vecteur AB était multiplié par un nombre négatif, par un coefficient négatif, et la norme étant 2 fois plus petite, et ben il est divisé par 2, autrement dit, sa norme est divisée par 2, elle est multipliée par 0,5. C'est un vecteur collinaire à IA. Et on obtient donc directement la première égalité qui était demandée. Ok. Ensuite, on nous demande de faire la même chose avec le vecteur BD. Alors le vecteur BD, on veut démontrer que c'est moins le vecteur AB plus 2 fois le vecteur AC. Donc de la même manière, on voit que ça fait, ça parle du point A là, qu'on n'a pas du tout, même s'il y a le point C. Donc on va faire intervenir avec la relation de Chasles le point A. Donc le vecteur BD, on peut écrire que c'est le vecteur BA plus le vecteur AD. Le vecteur BA, on voudrait avoir du vecteur moins AB. Ça tombe bien, le vecteur BA, c'est l'opposé du vecteur AB. Donc directement, on peut écrire c'est moins le vecteur AB. Et le vecteur AD, regardez ce qu'on sait du vecteur AD. Par construction, c'est que le vecteur AD, c'est 2 fois le vecteur AC. C'était écrit dans l'égalité qui définissait le point D. Donc, mon vecteur AD ici, je peux écrire que c'est 2 fois le vecteur AC. Or, c'est exactement l'égalité qu'on voulait obtenir. BD égale moins AB plus 2AC. Donc voilà notre deuxième égalité. Je vais plutôt l'écrire en dessous. Donc, BD est égal à moins le vecteur AB plus le vecteur, plus 2 fois, pardon, le vecteur AC. Donc voilà notre deuxième égalité. Vous m'interrompez si besoin. Voilà. Quelle est la dernière question? Alors ça ressemble fortement aux exercices que je vous avais corrigé vendredi en vidéo là. Donc il y a quand même pas mal d'élèves qui l'ont consulté, presque tous dans la classe, donc c'est bien. Voilà, c'est des exercices qui utilisent un peu cette histoire, qui permettent, en fait l'objectif c'est de démontrer que des droites sont parallèles ou que des points sont alignés en utilisant la collinéarité de vecteurs. Or, dans cet exercice, donc, c'était du même genre, l'objectif c'est de démontrer que, se poser la question, est-ce que les droites IC et BD sont parallèles? Alors, on peut les tracer là, peut-être en pointillé, en rouge. On peut regarder, est-ce que, déjà, sur notre dessin qui était fait à peu près comme ça, est-ce que ça a l'air de marcher? Bon, elles ont l'air d'être pas mal parallèles, ces deux droites. Comment est-ce qu'on le démontre? On va se servir du petit b et du petit c. Et pour ça, il fallait essayer de montrer que ces deux vecteurs étaient collinéaires. C'est ce qui prouverait que les droites sont parallèles. Alors vous vous rappelez, pour démontrer que des vecteurs sont collinéaires, il faut démontrer que, en gros, un des vecteurs est un multiple de l'autre vecteur, qui est un coefficient multiplicateur, si vous voulez. Et pour ça, regardons un petit peu ce qu'on a démontré. On a démontré que IC, c'était moins 0,5 AB plus AC, et que BD était moins AB plus 2AC. Autrement dit, mes deux vecteurs sont exprimés en fonction des deux mêmes vecteurs, sont décomposés en fonction des deux mêmes vecteurs. Donc, ça va peut-être pas être très dur, ça va dépendre des coefficients. Là, on a un coefficient moins 0,5 et là, un coefficient 1, alors que pour BD, on a un coefficient moins 1 et un coefficient 2. Et on s'aperçoit que finalement, les deux coefficients dans la décomposition de BD sont les doubles du vecteur IC. Donc, regardez, il me suffit de partir du vecteur BD. Donc, c'était moins AB plus 2AC. Dans cette décomposition, mettre un 2 en facteur. Alors, pour la deuxième partie, c'est facile. 2AC, là, vous voyez que le x2, évidemment, quand il est mis en facteur, il reste le vecteur AC. Et qu'est-ce qui reste en coefficient du vecteur AB? Puisqu'on avait un petit moins 1 en coefficient, si vous mettez un 2 en facteur, évidemment, il ne peut rester que 1,5 ou moins 0,5, comme ça, moins 1,5, moins 0,5. Pour vous en assurer, vous redistribuez
Et 2 fois moins 0,5, si vous calculez, ça fait bien moins 1. Or, avec ce 2 en facteur, on retrouve évidemment la décomposition du vecteur IC. Donc on peut écrire que tout ça, c'est 2 fois le vecteur IC. Et donc, on a démontré que le vecteur BD, c'est 2 fois le vecteur IC. Et ça prouve que les vecteurs BD et IC sont des vecteurs colinéaires. Puisqu'il y en a un qui est un multiple de l'autre. Or, si ces deux vecteurs sont colinéaires, n'oubliez pas qu'être colinéaire pour des vecteurs, ça veut dire avoir la même direction, et bien ça prouve directement que la droite BD et la droite AC sont obligatoirement parallèles. Et donc, c'est ce qu'on nous demandait de vérifier. Donc, ce qu'on avait l'air de voir sur notre dessin, ça marche bien. On a bien ici des droites parallèles. D'accord? Donc voilà, cet exercice 65 est très proche de ce que vous aviez fait, ce qu'on avait fait la semaine dernière, ce que vous aviez à faire pour vendredi. Et il faut un petit peu comprendre cette manière d'utiliser les vecteurs pour démontrer que des droites sont parallèles. Ça va, des questions? Vous avez le droit d'intervenir là, s'il y a besoin de plus d'explications. Ok. Bon, alors on passe au 66. Alors, Daba est en train d'écrire. On attend de voir ce que tu as à dire. Je vous laisse comme ça laisse à tout le monde le temps de bien recopier. Non? Bon, alors, on y va pour l'exercice 66. J'espère que vous avez le temps de noter. Sinon, vous savez que vous pourrez aller revoir la vidéo. Ok, alors l'exercice 66, c'était le même type de problème, avec le même type de question à la fin. On se pose la question si on a deux droites parallèles. Alors il y avait d'abord une petite construction à faire, un tout petit peu plus compliquée. Donc on partait d'un parallélogramme ABCD et on avait deux égalités vectorielles qui permettent de construire deux points qui n'y sont pas, le point E et le point F. Donc d'abord le point E, il était défini par cette somme. C'était 1/2 du vecteur AB plus 2/3 du vecteur AD. Alors, on part de A pour arriver à E. On va faire deux translations successives. On va faire d'abord 1/2 du vecteur AB. Vous voyez que 1/2 du vecteur AB, en partant de A, ça nous fait évidemment ici. Ça nous arrive à cet endroit-là. Puis ensuite, on doit rajouter 2/3 du vecteur AD. Alors, 2/3 du vecteur AD, on est d'accord qu'il ressemble à peu près à ça. Je le fais à peu près. Je choisis en longueur 2/3 de AD en partant de A. Mais on est bien d'accord que ce vecteur-là, l'idée c'est justement pour bien visualiser où se trouve le point E, c'est qu'il soit mis bout à bout. Et donc, on va voir si je peux le sélectionner. Non, ça ne va pas le faire, donc je vais le refaire à côté. Donc, ici, vous savez que je vais le réécrire peut-être ici. Ce petit vecteur noir, c'est 1/2 du vecteur AB. Et pour rajouter mon vecteur 2/3 de AC, il faut que je reparte d'ici et que je fasse mon vecteur 2/3 de AD, qui est à peu près ici. Voilà mon petit vecteur 2/3 de AD. Une précision toute relative. Et donc le point ici qu'on obtient, c'est lui notre point E. Vous voyez que le vecteur AE, c'est bien 1/2 du vecteur AB plus 2/3 du vecteur AD. Voilà notre point E. Construisons maintenant le point F. AF, c'est 1/4 de AB. Ah ben, 1/4 de AB. 1/4 de AB, pas de problème. Ça veut dire qu'on divise notre segment AB en 4. Et donc, 1/4 de AB. Il ne va pas vouloir que je le fasse comme ça. Hop, je vais essayer de voir si j'arrive à le refaire. Voilà, 1/4 de AB. Ça nous fait un petit vecteur comme ça. Et donc, mon point F,
On part de A, c'est lui. Voilà. Alors, je vais effacer un peu ce que j'ai écrit sur 1/2 de AB, etc. Et on a notre point E, notre point F qui sont construits. Bon. Ça, c'était le petit A, faire la figure. Donc, petit b, je vais le faire ici, démontrer que le vecteur FC, c'est 3/4 de AB plus AD. Donc, le vecteur FC, donc de F jusqu'à C. On voit que ça fait intervenir le vecteur AB, et ça fait intervenir le vecteur AD. Bah, de F pour aller à C, je peux peut-être, vu qu'il y a le point B qui apparaît, le plus simple, c'est peut-être de décomposer le vecteur SFC en faisant apparaître le point B, grâce à la relation de Schall. Donc c'est FB, par exemple. Ce qui est peut-être pas le plus logique d'ailleurs. Je réfléchis s'il y a plus simple que ça. Ah, il y a peut-être plus rapide que ça. En fait, ça marcherait. Mais le plus facile, puisque moi j'ai des informations sur le vecteur AF, et que là je pars de A, c'est de faire intervenir le point A. Regardez, alors il y a plusieurs méthodes, hein, mais je peux faire intervenir le point A, et je peux ensuite faire ma relation de... au lieu de dire FA plus AC, ben, AC, je peux aussi le décomposer en AD, même AB, ce serait mieux. Je vais recommencer, hop. Donc AB plus BC. Vérifiez que là, la relation de Schall s'applique bien. Oui, on a bien le point A en commun ici, le point B en commun ici. Donc, cette décomposition va être assez efficace, mais si vous étiez parti sur une autre, vous pourriez vous en sortir en plusieurs étapes. Pourquoi? FA déjà, vous voyez que FA, nous on sait que AF c'est 1/4 de AB. Donc FA, je sais que c'est l'opposé de AF. Comme ça, je pourrais remplacer mon AF par quelque chose qui parle du vecteur AB. Quand vous voyez, vous connaissez la décomposition que vous voulez obtenir, vous savez que vous voulez faire intervenir le vecteur AB. Ok? Donc ce vecteur AB là, je le garde évidemment. Et là, j'ai le vecteur BC. Or, moi, on aimerait plutôt faire intervenir le vecteur AD, mais regardez, on est dans un parallélogramme ABCD, et vous savez que le vecteur BC, il est égal au vecteur AD. Autrement dit, ce vecteur BC, vous pouvez le remplacer par le vecteur AD. Ok? Là, vous pourrez justifier, car ABCD est un parallélogramme. Voilà. Ensuite, le vecteur AF, vous savez que c'est 1/4 du vecteur AB. Donc ici, je peux écrire moins 1/4 du vecteur AB plus AB plus AD. Donc là, on y est presque. Il n'y a plus qu'à réduire cette somme, moins 1/4 de AB plus AB. Mais vous savez que le vecteur AB, là, tout seul, on aurait pu dire qu'AB, c'était 4/4 de AB. Pour parler en quart, puisque là, on a un moins 1/4. Et moins 1/4 de AB plus 4/4 de AB, ça fait 3/4 du vecteur AB plus AD. Exactement ce qu'on nous demandait de démontrer. Ah, je suis reparti au mauvais endroit, pardon. Voilà. Et donc, on obtient l'égalité demandée. Ça va? Ok. Donc, dernière question. On nous demande de... est-ce que les droites AE et FC sont parallèles? Donc, on peut regarder graphiquement, même si c'est pas très précis. Donc, AEFC. Donc, AE, c'est cette droite-là. FC, c'est cette droite-là. Voilà. Bon, sur mon dessin, elles ont l'air d'être parallèles. Vérifions si ça a l'air de marcher. Pour savoir si elles sont parallèles, il faudrait démontrer par exemple que le vecteur FC et le vecteur AE sont colinéaires, comme dans l'exercice précédent. Et pour ça, ce serait bien d'observer leur décomposition. FC, il est décomposé en fonction de AB et de AD. Et regardez AE, on avait déjà la décomposition en fonction de AB et AD. Donc, il n'y a plus qu'à voir s'il y a un lien
il y a un coefficient multiplicateur qui permet de passer de l'un à l'autre. Alors là, il est plus dur à voir. Je vais partir de AE. Regardez, AE, je sais qu'il vaut 1/2 de AB plus 2/3 de AD. Et on sait qu'on voudrait faire intervenir le vecteur FC. Autrement dit, on voudrait faire intervenir 3/4 de AB plus AD. Le fait que AD, là, ce soit un coefficient 1, et là, on a un coefficient 2/3. C'est facile de faire apparaître AD tout seul avec un coefficient 1. Il suffit de mettre le 2/3 en facteur. Donc là, je vais mettre 2/3 en facteur dans cette expression. Vous êtes d'accord qu'il va bien rester seulement le vecteur AD ici dans la partie droite de ma parenthèse. Le problème, c'est qu'est-ce qu'il y a à gauche? J'avais un 1/2 de AB. Et je mets 2/3 en facteur. Or, il n'y a pas du tout de coefficient 2/3. Ben, regardez, il suffit de dire que c'est 1/2 sur 2/3. Vérifiez que si vous redistribuez votre 2/3, 2/3 fois ce nombre-là, ben, les 2/3 vont s'éliminer, il va bien rester 1/2. Donc, en fait, il faut bien comprendre que vous pouvez toujours factoriser par un nombre. Je vous le montre ici, par exemple. 4 plus 7, non, on va pas dire ça. Je vais le dire 4A plus 7B. On est d'accord qu'il n'y a pas de facteur commun. Donc là, c'est une petite parenthèse. Hein. Mais si je dois factoriser par 4, je vais pouvoir le faire quand même. Je vais dire c'est 4 facteurs de A plus... Le problème, c'est que dans 7B, il n'y a pas de facteur 4. Ben, il me suffit d'écrire 7 sur 4 B. Et parce que quand je vais redistribuer, redévelopper là, cette expression, redistribuer le 4, ben 4 fois 7 quarts, ça va bien faire 7. Donc, quand on n'a pas de facteur commun, mais qu'on a quand même besoin de factoriser, ça fait apparaître un petit dénominateur qui correspond au facteur commun. Donc ici, j'ai factorisé par 2/3 alors que je n'avais pas de 2/3 dans mon 1/2 de AB, ben ça fait apparaître un petit dénominateur 2/3. Mais on va évidemment pas le laisser sous cette forme. Parce que 1/2 divisé par 2/3, eh ben on sait calculer ça. On sait calculer le quotient de 2 quotients. N'oubliez pas que ça revient à multiplier par l'inverse. 1/2 va être multiplié par l'inverse de 2/3, c'est-à-dire 3/2. Et ensuite, 1/2 fois 3/2, ça fait 1 fois 3 qui fait 3, sur 2 fois 2 qui fait 4. Et ça fait donc 3/4 de AB plus AD. Et on retrouve exactement 3/4 de AB plus AD. Regardez, on retrouve exactement le vecteur FC. Et le vecteur FC, donc on a obtenu que le vecteur AE, c'est 2/3 du vecteur FC. Et ça prouve que les vecteurs AE et FC sont collinéaires. Et puisqu'ils sont collinéaires, on en déduit que les droites AE et FC sont parallèles. Si, c'est pas en direct. Donc voilà pour ce qui est de cet exercice 66. Est-ce que vous avez des questions? Parce que là, ça va clore un petit peu toute cette partie-là des vecteurs. Il va nous rester à faire le dernier paragraphe et qui va être assez différent puisqu'on va travailler avec des coordonnées de vecteurs. Alors que là, on est vraiment dans des plans où il n'y a pas de repères, il n'y a pas de coordonnées. On fait seulement des calculs et des démonstrations géométriques, mais avec l'outil des vecteurs. Ça va? Je me rends pas compte là si vous êtes perdu ou pas, qui est perdu, si vous arrivez à suivre. Bon, on va passer à la partie cours, à la dernière partie cours. Donc là, vous allez reprendre votre partie cours et on va écrire le dernier paragraphe.
Donc c'est le grand 5. Donc ça s'appelle vecteurs et coordonnées. Donc on va définir ce qu'on appellera des coordonnées de vecteurs. Et donc la première chose qu'on va redéfinir, c'est la notion de repère. Jusqu'à présent, donc on a déjà parlé de repères, parce qu'on a déjà fait un peu de géométrie. Rappelez-vous que jusqu'à présent, pour définir un repère, on avait besoin d'avoir 3 points non alignés. Par exemple, quand j'avais un point A, un point B, puis un point C, 3 points comme ça, on pouvait toujours donc définir un repère du plan, c'est-à-dire, et on appelait ça, le triplet, on le notait ABC, ou OI. Alors je dis ABC, mais souvent, j'aurais dû changer les lettres. Hein. Souvent, on utilisait plutôt les lettres OIJ, je vous rappelle. O pour l'origine, I pour définir, donc ici on prenait plutôt O, I et J. La droite OI définissait l'axe des abscisses, la droite OJ définissait l'axe des ordonnées. Alors le repère pouvait être orthogonal ou pas, etc. Tout ça, on en avait parlé. Mais finalement, on va plutôt redéfinir des vecteurs maintenant avec des repères avec des vecteurs. C'est-à-dire que quand on a 3 points comme ça OIJ, donc un repère du plan avec 3 points non alignés, on va donc poser que le vecteur OI, on l'appellera le vecteur petit i, comme ça, et ça définira donc notre axe des abscisses, ça dirigera l'axe des abscisses. Et le vecteur OJ, donc la droite, le vecteur d'origine O et d'extrémité J, on l'appellera petit j, et ce sera un vecteur qui sera notre vecteur qui indiquera l'axe des ordonnées. Et donc, un repère maintenant, on parlera plutôt de repère O, vecteur I, vecteur J, comme ça. C'est toujours un triplet, mais au lieu de parler de triplet de points, on se donne un point qui est l'origine, et donc 2 vecteurs qui dirigeront nos axes de notre repère. Donc vous notez bien ça, hein. Soit OIJ un repère du plan, et soit OI égale I et OJ égale J, alors le repère OIJ est noté O, vecteur I, vecteur J. Il n'y a qu'une condition, quand on se donne un triplet comme ça d'un point avec 2 vecteurs, la seule condition pour que ce soit un repère d'un plan, c'est qu'il faut que les vecteurs I et J qu'on a choisis ne soient pas collinéaires. Et oui, parce que s'ils sont collinéaires, imaginez que vous ayez un vecteur I comme ça, puis un vecteur J qui soit comme ça, bah là, vous voyez que ça voudrait dire que notre axe des ordonnées et notre axe des abscisses sont confondus. On va avoir du mal à définir les coordonnées d'un point dans ce repère-là. Donc là, ça ne marcherait pas. C'est pour ça que la seule condition pour que ça définisse un repère, c'est que les vecteurs ne soient pas collinéaires. Ok, donc là, je vous ai fait 3 petits repères possibles. Donc ici, on a un repère quelconque. Hein, on a bien 2 vecteurs non collinaires et un point. Donc ça, ce serait un repère quelconque. Dans le deuxième cas, vous remarquez que les vecteurs I et J, finalement, forment un angle droit. Et donc, rappelez-vous, on appelle ça un repère. Qui me le redonne d'ailleurs le nom de ce repère-là? Un repère où les axes, donc les vecteurs sont perpendiculaires, même si on parlera plutôt des axes perpendiculaires. Oui, très bien, orthogonal. Et ici, j'ai gardé un repère orthogonal, mais vous avez vu que j'ai choisi 2 vecteurs qui avaient la même norme. Hein, vous vous rappelez que là, j'ai pris des vecteurs qui n'avaient pas la même norme, le repère est seulement orthogonal, alors que là, oui, on dit un repère orthonormé, et tiens, regardez, les vecteurs ont la même norme, et on dit orthonormé. Vous voyez que le côté normé fait un peu écho maintenant au fait qu'on parle des normes des vecteurs, des longueurs des vecteurs, donc orthonormé. On dit aussi orthonormal, vous rencontrerez les deux.
Bien. Donc voilà nos styles de vecteurs. Voilà. Je ne sais pas si je vous l'ai déjà dit. Je ne me rappelle plus si on l'a noté, mais la norme du vecteur i, on le note i entre deux barres. Ça veut dire la norme de i. Et quand j'écris que c'est égal à la norme de j, vous voyez bien que ça fait référence au fait qu'il soit normé le vecteur, qu'on a la même norme pour les deux. Donc on peut le noter comme ça mathématiquement. Et le fait qu'il y ait un angle droit, vous verrez, même si on ne va pas le travailler cette année, qu'on peut, comme pour les droites, noter que i et j mettent un petit symbole qui indique, le côté orthogonal du repère. Et donc ici, je pourrais seulement mettre les vecteurs i et j. Alors on parlera des vecteurs orthogonaux, on ne dira pas que les vecteurs sont perpendiculaires. Le terme, c'est les vecteurs sont orthogonaux. Et donc le repère est orthogonal. Bon. Alors d'abord, c'est pas octogonal. Octogonal, c'est à 8 côtés. C'est orthogonal. Hein, d'accord? Ok. Ah, t'as raison qu'il n'y a pas beaucoup de lettres qui changent, mais c'est un petit peu différent. Bien. Alors, ce qui nous intéresse maintenant, c'est parler des coordonnées d'un vecteur dans un repère. Nous, on connaît les coordonnées des points, il n'y a pas de problème. Je vous rappelle, hein, même si vous ne le refaites pas ici, quand j'ai un repère comme ça, c'est facile de un point A, vous savez qu'il va avoir une abscisse qu'on va appeler XA et une ordonnée qui s'appelle YA. Et donc on dit que le point A pour coordonnées XA, YA, et ces coordonnées en fait donnent la position du point dans le repère. Donc évidemment, un point indique une position, donc ces coordonnées indiquent sa position dans le repère par rapport à l'origine. Pour un vecteur, c'est pas du tout la même chose. Pourquoi? Parce que rappelez-vous qu'un vecteur, il indique pas, t'arrives pas bien à bien lire. Je peux essayer de zoomer un peu, mais je sais pas si tu es sur ton téléphone d'abord ou sur un ordinateur, c'est peut-être pour ça que tu n'arrives pas à bien lire. Donc, pour un vecteur, rappelez-vous qu'un vecteur donc n'indique pas une position précise dans un plan. Et donc, si on définit des coordonnées pour un vecteur, ça ne peut pas indiquer non plus une position. Donc, il faut se poser la question, un vecteur, ça indique quoi? Rappelez-vous, ça indique une direction, un sens et une longueur. Et donc, il faut que les coordonnées racontent ça. Et donc, je vais peut-être d'abord vous l'expliquer avant qu'on écrive la définition. Ok. Donc, je vais faire, hop, mon repère ici avec mes deux petits vecteurs. Donc, mon vecteur i, mon vecteur j. D'accord. Et puis, donc mon origine, mon vecteur i, mon vecteur j. Et l'idée, ça va être donc de définir les coordonnées d'un certain vecteur u. Là, j'ai un vecteur qu'on a placé dans ce repère et on voudrait donc lui définir des coordonnées. Mais vous vous rappelez que ce vecteur, on peut le mettre là, je peux le dessiner ici, je peux le dessiner ici, c'est toujours le vecteur u. Hein. Donc vous voyez bien que les coordonnées n'ont strictement rien à voir avec la position dans le repère. Donc l'idée générale, c'est de se dire, mais finalement, quand on a un repère comme ça, regardez, on va toujours, je vais changer de couleur là, je vais prendre du vert par exemple, regardez ce vecteur u, quel que soit le vecteur que je choisisse, je vais toujours pouvoir le dire, ah mais je peux toujours le décomposer comme une somme de deux vecteurs. Je peux toujours le décomposer comme la somme de ce vecteur vert et de ce vecteur violet. Ouais, vous voyez, c'est bien une somme. Hein. Or, ce vecteur vert, regardez, il est toujours, j'ai pris un vecteur horizontal, autrement dit, j'ai pris un vecteur qui est collinaire au vecteur i. Mais qu'est-ce que c'est qu'un vecteur qui est collinaire au vecteur i? C'est un vecteur qui s'écrit comme étant un multiple du vecteur i. Par exemple, qui s'écrit x fois le vecteur i, avec un certain x réel. D'accord?
qui serait le multiple de i qui correspond à, finalement, il est combien de fois plus grand pour mon vecteur vert que mon vecteur i. Et le vecteur vertical, le vecteur violet là, puisqu'il est vertical, il est collinaire au vecteur j. Autrement dit, c'est un multiple du vecteur j. Donc on peut l'écrire y fois le vecteur j avec y qui est aussi un nombre réel. Et donc, on vient de dire qu'on peut décomposer u comme étant xi plus yj. Ou, c'est exactement ces deux coefficients x, y qu'on va appeler les coordonnées de u. En fait, ça correspondra, ce qu'on appellera les coordonnées du vecteur, ce sont ces petits coefficients qui font référence à cette décomposition, et cette décomposition, elle est unique. Il n'y a qu'un seul nombre là, il vaut peut-être à peu près, 2,5 fois i, là, quand on regarde i, et puis y, il vaut à peu près moins 2 fois j. D'accord? On a ici, par exemple, on pourrait dire que u, dans ma figure, dans le vecteur u que j'ai choisi, c'est à peu près moins 2,5 fois, plus 2,5 fois le vecteur i, et moins 2 fois le vecteur j. Donc sa décomposition s'écrirait comme ça. Et donc, qu'est-ce qu'on dirait? On dirait que u, ses coordonnées, c'est 2,5 et moins 2. Alors les coordonnées d'un vecteur, là je vous les ai écrits en ligne, mais vous verrez que souvent on les écrit plutôt en colonne. On met l'abscisse en haut et l'ordonnée en bas. On les différencie avec les coordonnées des points qui s'écrivaient plutôt en ligne, avec un point-virgule qui séparait. Là, on ne met pas de séparation, mais on met plutôt les coordonnées vecteurs comme ça. Bien, donc écrivons maintenant, la propriété, très importante, qu'on admet, qu'on ne démontre pas. Je vous l'ai montré dans l'exemple. On vous dit soit OIJ un repère du plan, alors tout vecteur u du plan peut s'écrire de manière unique, et ça c'est très important, de manière unique, ça veut dire que il n'y a pas deux décompositions différentes. Elle peut s'écrire de manière unique, u égale x fois le vecteur i plus y fois le vecteur j. xy, le couple xy, est appelé le couple de coordonnées de u. Donc voilà notre propriété. Ah, pardon, je voulais effacer, on revient. Donc voilà notre propriété importante qui va nous permettre de définir des coordonnées. C'est-à-dire que là, les coordonnées viennent de la décomposition d'un vecteur en fonction des deux vecteurs de base, ce qu'on appelle les vecteurs du repère, vecteurs i et j. Comme on peut les décomposer d'une seule manière, avec des petits coefficients, ces petits nombres x, y, c'est eux qu'on appelle le couple de coordonnées. Alors comme je vous l'ai dit, pour les vecteurs, contrairement aux points, on notera plutôt u a pour coordonnées xy en mettant x en haut et y en bas. Notez-le bien. Donc, si on réfléchit maintenant à ce que ça raconte, finalement, que raconte l'abscisse d'un vecteur? L'abscisse du vecteur, ça représente en gros la translation horizontale, le décalage horizontal. Regardez, je remonte, je rebaisserai après. Le fameux 2,5 de mon vecteur u, il veut dire que dans mon vecteur u, regardez, je décale de 2,5 vers la droite, dans le même sens que i. Et le moins 2, je décale de 2 unités vers le bas. C'est la translation verticale. Donc, on note bien que, en gros, l'abscisse du vecteur u représente la translation horizontale et l'ordonnée y de u représente la translation verticale. Donc, vous voyez que les coordonnées d'un vecteur, contrairement aux coordonnées des points, ne racontent pas du tout la même chose. Ça raconte bien des translations. Mais ça raconte, c'est l'idée, c'est un peu comme ce qu'on avait fait, rappelez-vous, au début, avec le quadrillage, où quand on était dans un quadrillage, pour reproduire un vecteur, on regardait quel était le décalage horizontal, quel était le décalage vertical. C'est ce qui représentera maintenant nos coordonnées quand on sera dans un repère. L'abscisse représentera toujours la translation horizontale.
Donc positif quand on va vers la droite, négatif quand on va vers la gauche. Et le y, l'ordonnée du vecteur, représentera la translation verticale. Donc positif quand on va vers le haut pour aller de l'origine à l'extrémité, et négatif quand on va vers le bas. Donc, on n'est pas obligé d'être dans un repère orthogonal ou orthonormal, ça marche tout le temps. Donc là, je vous ai fait un petit cas, ici, par exemple, général. Donc là, vous allez me reproduire cette figure-là. Et puis, vous voyez que j'ai placé U, l'origine de U à l'origine du repère. Et donc, ben, voilà le vecteur. En fait, si on veut représenter X, ben, X, en fait, ça correspondrait, d'accord, à ce décalage-là. Hein, voilà petit x. Et puis Y, c'est ici le décalage vers le haut. Hein. X, Y. Hein. Voilà. X, on se décale de X unités. Alors X, hein, c'est un réel, hein, c'est un nombre réel, c'est X unités vers la droite. Et Y unité vers le haut. D'accord? Donc on peut le représenter aussi, notre petit Y là. De combien on monte en fait. Hein, puisque ici Y serait positif. Oui, je remonte. Alors. Donc, je relis la propriété, soit OIJ un repère du plan, alors tout vecteur U du plan peut s'écrire de manière unique, U égale XI plus YJ. XY est appelé le couple de coordonnées de U. Pour les vecteurs, contrairement au point, on note plutôt que U a pour coordonnées XY et on le note en colonne. Vous verrez dans votre livre, c'est bien écrit comme ça aussi. Donc, voilà, vous rencontrerez d'autres cours où c'est écrit en ligne, hein, comme les points. Les deux se font, mais on différencie pas mal les vecteurs des points, en particulier par cette présentation-là. Donc moi, je vais plutôt utiliser ça. Ça pourra m'arriver de le faire en ligne, mais plutôt en colonne. C'est bon pour... vous avez eu le temps de noter là, Gianni? Ok. Bien, donc on revient sur notre voilà, sur notre petit graphique, notre petit repère. Donc, ok, X est donc le décalage horizontal, Y le décalage vertical. Et c'est pareil, imaginez que là je prenne un autre vecteur que je dessine. Je vais prendre une autre couleur. Je vais le dessiner là par exemple. Voilà. Et si je veux visualiser ces coordonnées, il faut que je le décompose. Donc, je pars de mon origine, je le décompose horizontalement. Alors, horizontalement, vous avez vu, quand on est dans un repère comme ça, il faut que je fasse une parallèle à mon vecteur I, un vecteur collinaire à I, donc comme ceci. Et ensuite, un vecteur qui soit collinaire à J. Alors là, il va falloir que je refasse mon vecteur, parce que pour être collinaire, il faudrait que je sois... Hop. J'ai pas fait un vecteur... je vais refaire mon vecteur. Hop. Alors, mon vecteur ici, il sera à peu près comme ça. Et ensuite, j'ai mon vecteur... Voilà, ici. Et donc, pour ce vecteur, imaginez qu'on l'appelle le vecteur V, ce vecteur. Et ben, son abscisse... Et ben, ici, vous avez le vecteur qui serait... je sais pas, je vais l'appeler x' fois le vecteur i. Et là, vous avez y' fois le vecteur j ici. Vous avez le vecteur v qui se décompose en x'i plus y''j. D'accord? Et donc, les coordonnées de v, c'est x', y', c'est-à-dire les petits coefficients qui sont là, qui seraient des nombres plus petits que 1, puisque vous avez vu que j'avais un vecteur i et un vecteur j qui étaient relativement grands, donc ce sera obligatoirement des nombres plus petits que 1 dans mon exemple pour mon vecteur v.
Bon, vous allez voir, on va faire un petit exemple simple après du livre pour illustrer ça. Alors, on a aussi des choses à voir maintenant qu'on a des coordonnées. Maintenant qu'un vecteur a des coordonnées, ben, il va y avoir des choses importantes. Première propriété, c'est la notion de norme. Je vous ai dit tout à l'heure que la norme d'un vecteur, ça s'écrivait le vecteur et puis on le met entre des doubles barres comme ça. Ça veut dire la norme du vecteur, autrement dit la longueur du vecteur. Rappelez-vous que la norme, c'est la longueur. Et donc, quand on a les coordonnées d'un vecteur, quand U a pour coordonnées x, y, dans un repère, c'est très facile de connaître sa longueur. Mais il faut, et ça je vais le souligner, attention, une notion importante, il faudra que le repère soit orthonormé pour utiliser cette formule-là. D'accord? Autrement dit, qu'on soit dans un repère comme je l'ai dessiné en dessous, où on a un angle droit avec des vecteurs unitaires qui ont la même norme. Donc, quand on sera dans un repère orthonormé, pour calculer la norme, ce sera la racine carrée de l'abscisse du vecteur au carré plus l'ordonnée du vecteur au carré. Donc, autrement dit, la norme de U, c'est racine de x carré plus y carré. Ça vient d'où? Ben, c'est très simple. On peut le démontrer dans un cas simple ou le visualiser avec le théorème de Pythagore. Regardez ici, on a obligatoirement un triangle rectangle. Et donc, si vous appliquez le théorème de Pythagore dans ce triangle rectangle, vous allez montrer que le carré de la norme de U, qui est en fait ici l'hypoténuse du triangle rectangle, hein, l'hypoténuse au carré, c'est égal à ça au carré plus ça au carré. Or, ça, c'est petit x, ça, c'est petit y. Et donc, vous voyez bien qu'on va retrouver rapidement, en passant à la racine carrée, à la norme. Je ne le fais pas parce que on n'a pas beaucoup de temps, mais dites-vous que c'est le théorème de Pythagore qui vous permet de le remontrer rapidement. Donc là, une formule à appliquer, à connaître, calculer la norme d'un vecteur. Mais rappelez-vous que vous l'aviez déjà vu quand vous aviez une formule avec calculer la distance. Hein, vous vous rappelez? On avait vu cette formule-là. Pour calculer la distance entre deux points, c'était racine de xb moins xa au carré plus yb moins ya au carré. Bah, c'est un peu la même chose, sauf que là on parle de vecteurs, ici on parlait de coordonnées de points. Voilà. Donc on avait aussi démontré ça avec le théorème de Pythagore. Bien. Ok, donc vous avez écrit cette propriété qui finalement nous donne une manière de calculer la norme lorsqu'on a les coordonnées du vecteur. Donc dès qu'on aura besoin de calculer une norme d'un vecteur, on appliquera cette formule. Deux autres propriétés importantes. Lorsque on a deux vecteurs et qu'on connaît leurs coordonnées dans un repère, c'est très facile de connaître les coordonnées de la somme des deux vecteurs et les coordonnées de k fois un des vecteurs. En fait, regardez, la formule est très simple. Pour la somme des deux vecteurs, il suffira d'ajouter les deux abscisses des vecteurs, x plus x' et y plus y'. Et pour le multiple k fois u, il suffira de multiplier l'abscisse de u par le réel k et l'ordonnée de u par le réel k. Ça donnera kx, ky. Voilà. Donc on va tout de suite faire un petit exemple là qu'on va rajouter. Donc on va se donner deux vecteurs. Je vais prendre par exemple, je vais prendre le vecteur A de coordonnées moins de 5, le vecteur petit b de coordonnées 1 et moins 4. Et puis par exemple, on a le vecteur petit c qui est égal à 3 fois le vecteur A moins 2 fois le vecteur B. Et l'objectif, ce serait d'avoir les coordonnées de C. Allez, je vous laisse le calculer. Calculez-moi les coordonnées de C directement. Allez, un petit brouillon à côté. Vous pouvez écrire le chat, mais vous pouvez aussi prendre la parole en enlevant votre
votre micro, hein. Ça peut être plus rapide que d'écrire à chaque fois. Alors, c'est une bonne question sur la multiplication de vecteurs, mais rappelle-toi, on en avait parlé. Ça, vous ne le verrez pas cette année, et d'ailleurs, ça se notera pas comme ça. On n'écrit jamais comme ça, U fois V. Il existe des multiplications de vecteurs, il en existe 2. Il existe 7 multiplications de vecteurs qui s'appellent le produit scalaire, qu'on verra seulement l'année prochaine en première pour ceux qui feront la spécialité maths ou ceux qui feront STI 2D. Et il existe une autre multiplication de vecteurs qui s'appelle le produit vectoriel, qui s'écrit comme ça. Hop, produit vectoriel. Et ça se voit post-bac maintenant, on le voit plus le voit plus au lycée. Je regarde si avec la réforme en nouveau programme de terminale on le voit, je me souviens plus. Mais ça fait des années qu'on le voit plus que post-bac. Donc ces deux multiplications de vecteurs existent. Donc là il y en a 2. Mais voilà, c'est pas du tout pour le programme de seconde. Donc pour nous, on ne sait pour l'instant multiplier que des vecteurs par des nombres réels. Et on sait que ça donne des vecteurs collinéaires. Il y a juste la norme et le sens qui peuvent changer. Alors, tu nous proposes, Alban, 4 moins 7 pour les coordonnées. Bon, ben, vérifions ça. Donc, c'est très simple. Il suffit pour avoir les... En fait, il suffit pour avoir les coordonnées de 3a moins 2b, donc du vecteur C. Ben, c'est simple. Il suffit de faire 3 fois l'abscisse de A. Donc, l'abscisse de A, c'est moins 2. Moins 2 fois l'abscisse de B. Ben, l'abscisse de B, c'est 1. Et pour l'ordonnée pareil, on va faire 3 fois l'ordonnée de A qui vaut 5, moins 2 fois l'ordonnée de B qui vaut moins 4. Ok? Et ça va nous donner, il n'y a plus qu'à calculer. Donc ça fait moins 6, moins 6, moins 2, moins 8. Ah, tu me dis moins 4 et 7? Moi je trouve moins 8. Hein. 3 fois moins 2, moins 6, moins 6, moins 2, moins 8. Je te laisse... Et là, ça nous fait... Ah, 3a plus 2b. Non, c'était 3a moins 2b. Voilà. Et 3 fois 5, ça fait 15. Et moins 2 fois moins 4, ça fait 8. Donc, 8 plus 15, ça fait 23. Donc, voilà les coordonnées du point C. Donc, vous voyez que ça va être très simple d'avoir les coordonnées de nouveaux vecteurs, de combinaisons de vecteurs, lorsqu'on a les coordonnées de deux vecteurs de base comme ça, puisqu'on a ces deux propriétés assez évidente qui dit que il suffit d'ajouter les coordonnées des vecteurs ou de les multiplier par des nombres. C'est bon? Bien, vous aurez des petites choses à faire aussi comme ça. Alors, on va rajouter quelque chose là que j'ai pas écrit, donc je vais le rajouter. Donc, propriété très importante. Donc, on se donne 2 points cette fois de coordonnées, donc A, X, A, Y, A et B, X, B, Y, B. Donc 2 points d'un repère, 2 points du plan munis d'un repère. Donc soit A de coordonnées XA, YA et B de coordonnées XB, YB, 2 points du plan muni d'un repère OIJ. Alors, quelles vont être les coordonnées du vecteur AB? C'est ça qui nous intéresse dans cette propriété. Et bien les coordonnées, c'est simple. Pour avoir l'abscisse du vecteur AB, ça va être la différence des abscisses. Autrement dit, ça va être XB moins XA. C'est-à-dire l'abscisse de l'extrémité du vecteur moins l'abscisse de l'origine du vecteur. Et pareil pour l'ordonnée, ce sera YB moins YA. Donc voilà les coordonnées
d'un vecteur lorsqu'on connaît les coordonnées des points. D'accord? Bon. Donc, dès que vous avez des coordonnées de points, vous pouvez calculer les coordonnées des vecteurs. Mais n'oubliez pas que c'est la différence et que une différence, donc attention, l'ordre est important dans une différence et que c'est toujours les coordonnées de l'extrémité du vecteur en premier. Ok? Bon. Je vous laisse noter. Ça voudrait dire qu'elles seraient données les coordonnées de A et de B dans un exercice. Par exemple, très simplement, hein, en exemple, on vous dit le point A coordonnées moins de 5, le point C a pour coordonnées 1, 4, et on vous dit calculer les coordonnées du vecteur, tiens, je ne vais pas prendre AC, je vais pas, du vecteur CA. Voilà, vous avez besoin des coordonnées du vecteur pour résoudre tel ou tel problème, et vous connaissez déjà les coordonnées des points. Bah, vous appliquez votre formule, vous dites l'abscisse du vecteur CA, c'est XA moins XC, puisque c'est l'abscisse de l'extrémité moins l'abscisse de l'origine. Et pareil pour l'ordonnée, c'est YA moins YC. Et donc, ça va nous faire XA moins XC, ben, ça fait moins 2 moins 1. Et YK moins YC, ça va faire 5 moins 4. Et donc, on va trouver, pas beaucoup de place, je vais l'écrire ici, que CA a pour coordonnées moins 3, 1. D'accord? Donc, on imagine que dans l'exercice, vous avez des coordonnées de points et vous voulez en déduire des coordonnées de vecteurs, les calculer. Ok? Bien. Ok, qu'est-ce qu'on a donc? On a donc, quand on a donc on a compris que maintenant un vecteur dans un repère va avoir des coordonnées. Que quand on a les coordonnées de deux vecteurs, on peut trouver les coordonnées de la somme des deux vecteurs. Quand on a les coordonnées d'un vecteur et un nombre réel, on peut calculer les coordonnées de ce multiple k fois u, hein, en multipliant seulement les coordonnées par ce réel. Voilà. Et donc, on va pouvoir comme ça calculer des coordonnées de nouveaux vecteurs à partir d'anciens. Et maintenant, quand on a les coordonnées de points, on peut calculer les coordonnées du vecteur, d'un vecteur formé par ces deux points. Voilà, par différence. Il nous reste une dernière chose à faire, c'est faire le lien entre la collinéarité des vecteurs et les coordonnées. Vous allez voir que les coordonnées, ça va être un outil très efficace pour démontrer de la collinéarité de vecteurs. Hein, on a pas mal utilisé la collinéarité dans les exercices 65-66, mais à chaque fois, il y avait quand même pas mal de travail avec de la décomposition, de la relation de Chasles, etc. Ben, vous allez voir qu'avec les coordonnées, c'est beaucoup plus rapide. Alors, première chose, on a une nouvelle définition qui s'appelle le déterminant de deux vecteurs. Donc, on écrit définition, déterminant de deux vecteurs, donc soit U de coordonnées x, y, V de coordonnées x', y', deux vecteurs d'un repère OIJ. J'aurais dû écrire deux vecteurs du plan munis d'un repère OIJ. On peut l'écrire rapidement d'un repère OIJ. On appelle déterminant décidément. Voilà. On appelle déterminant des vecteurs U et V, comme ça là, un réel, le réel, qu'on note det entre parenthèses UV. Vous voyez que c'est une notation un peu particulière. Et déterminant de UV, en fait, ce réel, comment il se calcule? C'est xy' moins x'y. X, l'abscisse de U, multiplié par l'ordonnée de V, moins l'abscisse de V multiplié par l'ordonnée de U. Une espèce de produit en croix comme ça, x, y' moins x' fois y. Et ce nombre-là,
s'appelle le déterminant de ces vecteurs. Alors on le note ici, on peut le noter, il y a la notation d'aide UV, on peut le noter comme ça. On peut le noter, vous rencontrerez aussi avec des barres comme ça, où vous mettez les coordonnées. X, Y, comme ça, les coordonnées de U, X', Y', les coordonnées de V, et puis après le calcul, on fait le fameux produit en croix. X fois Y' moins X' fois Y. D'accord ? Bon, ça c'est une définition, ça se démontre pas, on a posé ça s'appelle donc le déterminant de deux vecteurs. Alors pourquoi on définit ça? Parce qu'il sert à pas mal de choses, ce déterminant. Il va nous permettre, ce fameux nombre qu'on calcule, il va nous permettre de trouver pas mal de choses. Je mets un petit exemple ici, que vous pouvez rajouter. Si U a pour coordonnées 2, 5 et V a pour coordonnées -1, 4, comme ça, on peut calculer le déterminant de UV. Donc pour le calculer, souvent qu'est-ce qu'on fait? On écrit 2, 5 entre les barres comme ça. 2, 5, -1, 4 avec des barres. Et là, on fait le produit en croix. C'est donc 2 fois 4, moins, attention, c'est toujours une différence dans la formule générale, moins 1 fois 5. On calcule, ça fait 2 fois 4, ça fait 8. Et puis, moins 1 fois 5, ça fait 1 fois 5, ça fait 5. Et 8 plus 5, ça fait donc 13. Voilà comment on calcule le déterminant de deux vecteurs. Donc, c'est juste un espèce de produit en croix avec les coordonnées. Mais ce qui va être l'utilité principale en second, ça va être qu'il y a un lien entre ce déterminant, ce fameux nombre qu'on trouve, et la collinéarité de deux vecteurs. Le fait que mes vecteurs vont avoir la même direction ou pas. Et donc, regardez la propriété qui va clore ce chapitre-là. On s'arrêtera sur cette propriété-là, qu'on va démontrer quand même rapidement. Regardez le lien. On vous dit, deux vecteurs U de coordonnées XY et V de coordonnées XY'. Donc, si on a deux vecteurs du repère OIJ, ces deux vecteurs seront collinéaires si et seulement si le déterminant est égal à 0. Autrement dit, on a un moyen très simple quand on a les coordonnées de deux vecteurs pour savoir s'ils vont être collinéaires ou pas. Il suffit que leur déterminant soit égal à 0 pour que les vecteurs soient collinéaires. Donc, comme c'est un si et seulement si, c'est si le déterminant vaut 0, les vecteurs sont collinéaires, et si le déterminant ne vaut pas 0, les vecteurs ne seront pas collinéaires. Donc ça va être très simple de montrer la collinéarité de deux vecteurs à condition qu'on ait des coordonnées des vecteurs. Alors, comme c'est l'objectif principal l'utilisation principale du déterminant, c'est cette propriété, il faut qu'on la démontre. Donc je vais vous faire la démonstration, vous allez la noter et essayer de la comprendre à la maison. Donc je me donne U de coordonnées XY, V de coordonnées X', Y'. Voilà, et je les choisis collinéaires. Donc, ils sont collinéaires. Vous allez voir, on va faire une démonstration par équivalence. Puisqu'on les choisit collinéaires, donc je pars de mon hypothèse U et V sont collinaires. Puisqu'ils sont collinaires, ils sont collinaires si et seulement si, donc je mets ma fameuse double flèche qui veut dire si et seulement si, il existe, n'oubliez pas, un réel K tel que un des vecteurs est égal à K fois l'autre, donc U égale K fois V. On sait que l'un peut s'écrire comme étant un multiple de l'autre. Alors il faudrait que je... on va exclure le fait, on va les choisir non nuls. Non nuls, on verrait ce qui se passe quand un des vecteurs est nul. Ok, donc il existe K tel que U égale K fois V. Mais passons aux coordonnées, si le vecteur U c'est K fois le vecteur V, ça veut dire que petit x c'est K fois l'abscisse de V. Donc petit x, d'après ce qu'on a dit, c'est K fois x'. Et petit y, c'est l'ordonnée de U, ça doit être aussi un multiple de l'ordonnée de V. Ça doit être que y, ça doit être aussi K fois y', d'après ce qu'on a écrit. Mais quand on voit ça, si
x, c'est k fois x' et y, c'est k fois y'. Ah, mais ça, vous êtes d'accord que ça veut bien dire que c'est bien équivalent à dire que quand je regarde ce tableau-là, x, y, x', y', ce petit tableau-là, ben, ça veut dire qu'on passe de cette ligne à cette ligne en finalement, plutôt dans, pardon, j'aurais dû l'écrire comme ça, de cette ligne à cette ligne en multipliant par k. Hein. X', je multiplie par k, je tombe sur x, y', je multiplie par k, je tombe sur y. Et donc ce tableau, c'est obligatoirement un tableau de proportionnalité. Il y a un coefficient de proportionnalité qui est le coefficient k. Ah, mais si ce tableau est un tableau de proportionnalité, ça veut dire que les produits en croix sont égaux, comme tout tableau de proportionnalité. Donc, je peux faire les produits en croix. Je peux dire que x fois y' moins x' fois y est égal à x' fois y. C'est ça les produits en croix égaux. Ça fois ça est égal à ça fois ça. Ah, mais ce qui donne x', y', x, y', moins x', y est égal à 0 en soustrayant x', y de chaque côté de mon égalité. Et ça, c'est exactement le déterminant de UV. C'est lui qu'on a appelé le déterminant de UV, qui est égal à 0. Bon, je suis allé très vite là, il va falloir qu'on le redise rapidement, mais qu'on le redise quand même. Donc je suis parti de deux vecteurs U et V qui sont collinéaires, non nuls. Hein. Si et seulement s'il existe un réel k tel que U égale k fois V, c'était la définition d'être collinaire, c'est que l'un est égal à k fois l'autre. Je passe aux coordonnées. Si U est égal à k fois V, ça veut dire que l'abscisse de U, c'est k fois l'abscisse de V, que l'ordonnée de U, c'est k fois l'ordonnée de V. Mais quand on regarde ces deux égalités-là, c'est équivalent à dire que finalement, ce petit tableau est un tableau de proportionnalité, puisqu'on passe des valeurs de x', y' aux valeurs du xy en multipliant par un même nombre k, qui est notre fameux coefficient de proportionnalité. Et si on a un tableau de proportionnalité, vous savez que les produits en croix sont égaux, donc x fois y' doit être égal à x' fois y. C'est une des propriétés des tableaux de proportionnalité. En soustrayant par x', y, on obtient xy' moins x' y égale 0, si et seulement si, et on tombe sur le déterminant de UV égale 0. Et donc on a montré que des vecteurs étaient collinaires non nuls, si et seulement si le déterminant vaut 0. Donc évidemment, il faudrait rajouter le cas. Qu'est-ce qui se passe si U est égal à vecteur nul ou V est égal à vecteur nul? Ben regardez, si U est égal à vecteur nul, ça veut dire que U a pour coordonnées 0, 0. Ou V a pour coordonnées 0, 0. Mais dans ce cas-là, si vous avez deux zéros comme ça, obligatoirement, ben ça veut dire que quand on fait les produits en croix, là, que x', y' moins x' moins... Ah, pardon. Quand je calcule xy' moins x' y, ça ne peut que faire 0 puisque j'ai de toute façon soit les deux coordonnées de U qui font 0, soit les deux coordonnées de V qui font 0. Donc dans cette égalité-là, il y aura obligatoirement un 0 ici et un 0 ici dans les deux. Et donc on arrive bien à déterminant de UV égale 0. Bref, je n'avais pas spécialement prévu de montrer ce cas-là, mais c'est plus cohérent de faire les deux cas. Le cas où les deux vecteurs sont non nuls, on passe par le tableau de proportionnalité. Le cas où l'un des deux vecteurs est nul, c'est évident que le déterminant sera obligatoirement égal à 0. Bon. Voilà pour cette dernière partie, ce dernier paragraphe. Alors, on a vu beaucoup de choses. Je sais qu'en une heure, là, il y a beaucoup, 1h10, il y a beaucoup d'informations. Mais l'idée, c'est de se dire que finalement, les coordonnées, la notion de coordonnées ne va pas être utile que pour les points, ça va être utile pour les vecteurs, que donc les vecteurs ont des coordonnées dans des repères,
que l'abscisse représente donc le décalage horizontal, que l'ordonnée représente le décalage vertical, ou la translation verticale, qu'on a des propriétés sur les coordonnées, en particulier des propriétés pour trouver les coordonnées du vecteur somme ou d'un multiple quand on multiplie un vecteur par un nombre, qu'on sait calculer les coordonnées d'un vecteur quand on connaît les coordonnées des points, et enfin qu'il y a un lien entre les coordonnées de... Non, il y a un lien entre les coordonnées des vecteurs et la collinéarité des vecteurs. Il suffira de calculer le déterminant des deux vecteurs pour savoir si les deux vecteurs sont collinéaires. Donc la preuve, c'est bien de la comprendre. Si vous ne l'avez pas compris, ça ne vous empêchera pas de faire les exercices, puisque dans les exercices, si on vous demande de montrer, ou si poser la question est-ce que les vecteurs sont collinéaires, si vous connaissez les coordonnées, calculez le déterminant des deux vecteurs et regardez si ça fait 0. Hein. Là, j'ai par exemple mes deux vecteurs dans mon exemple d'avant, là, U et V. Le déterminant est égal à 13. On est sûr que les vecteurs ne sont pas collinéaires. Sans même avoir besoin de les tracer, on sait qu'ils n'auront pas la même direction. Bon, voilà pour cette fin de chapitre, un peu rapide, mais on va quand même avancer. Alors, vous allez avoir des exercices à faire pour mercredi. Mercredi, on va corriger les exercices. Plein de petits exercices sur ces coordonnées de vecteurs. Ce n'est pas des choses très dures. Donc faites-le. Mercredi, on corrige. Et vendredi, on fera un cours supplémentaire à 9h au créneau de cours de maths. J'espère que vous n'avez pas d'autres cours prévus sur l'heure de maths du vendredi. Dites-moi si c'est bon. Pas de cours vendredi à 9h prévu pour l'instant? Ok, donc on fera un cours, là après ce sera les vacances, donc vous n'aurez pas de cours pendant les 2 semaines de vacances. Donc on fera un cours où on attaquera le chapitre suivant. Hein, je veux qu'on n'est pas très en avance, donc voilà, ça, pour les vecteurs, on s'arrêtera là pour cette année. On n'en refera pas cette année des vecteurs. On pourra toujours en reparler un peu après le confinement si on a un petit peu de temps. Mais voilà, c'est surtout les élèves de STI ou de spécialité qui auront à réutiliser ça l'année prochaine. Alors vous inquiétez pas, on tiendra compte du fait qu'il faudra un peu vous réexpliquer les choses parce qu'on n'y aura pas passé beaucoup de temps cette année. Mais voilà, je veux qu'on passe à un autre chapitre qui va être utile là pour beaucoup plus d'élèves, en particulier les élèves en STMG aussi, qui auront besoin du prochain chapitre plus particulièrement. Donc vendredi, vous pouvez tout de suite noter. Donc de toute façon, je vais marquer le travail à faire là. Donc, on va noter plusieurs choses. Donc première chose, on va noter pour mercredi. Donc mercredi, on sera le 1er. Donc pour mercredi, évidemment, vous relisez le cours, vous le réécoutez si c'est nécessaire. Vous avez donc comme exercice, donc 68, c'est des petits exercices, hein, 68, 69, 70, 71, 73 et 74. Donc je sais qu'il y en a beaucoup, mais voilà, il faut que vous trouviez le temps de le faire. Tout ça, page 111. Puisqu'à la fin de cette heure-là, on arrêtera les vecteurs et donc sur les coordonnées, en fait, voilà, on n'en fera pas plus. Donc on passera l'heure mercredi à corriger tous ces petits exercices-là. Tout ça, donc voilà, page 111. Et vous marquez que vendredi 3 avril, donc vous marquez cours de maths
donc à 9 h. Puisque 9 h, c'est bien... Hop. Oui, c'est bien à 9 h qu'on se voit habituellement. Donc on va se mettre sur le créneau de maths, comme ça on est sûr que ça se superposera pas avec un autre cours. Ok, est-ce que c'est bon pour tout le monde?